Le gravier crissa sous les pneus une dernière fois, un son presque triomphant qui déchira le calme matinal. La portière claqua, sèchement, comme un point final à une conversation que Chloé n'avait jamais vraiment pu avoir. À travers la vitre du salon, elle vit la voiture s'éloigner, emportant son père, Bernard, le regard obstinément fixé sur la route, sa lâcheté drapée dans une feinte indifférence. À côté de lui, Élise, sa marâtre, affichait ce sourire en coin, mince et cruel, celui qu'elle réservait à ses petites victoires. Chloé capta une fraction de seconde le regard de Manon, sa demi-sœur, dans le rétroviseur une lueur de malaise, vite éteinte, noyée dans la soumission habituelle. Puis, ils disparurent au coin de la rue. Le silence retomba sur la grande maison, plus lourd, plus vaste qu'auparavant. L'écho des derniers mots d'Élise, lancés juste avant de monter en voiture, semblait vibrer encore dans l'air, après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu n'es qu'une profiteuse, installée dans notre maison comme si elle t'appartenait. Notre maison. Les mots ricochèrent dans l'esprit de Chloé. Elle resta figée sur le seuil, la main posée sur le chambranle froid de la porte d'entrée qu'il n'avait même pas pris la peine de refermer correctement. Une vague de froid la submergea, si intense qu'elle la fit chanceler. Ce n'était pas seulement le départ, c'était la cruauté délibérée, le mépris distillé au fil des années, condensé dans cette dernière phrase assassine. Les larmes montèrent, brûlantes, mais elle les ravala avec une rage sourde. Pleurer ? C'était exactement ce qu'Élise aurait voulu. Lentement, comme une somnambule, Chloé poussa la lourde porte. Le hall d'entrée immense semblait l'avaler. Chaque meuble, chaque tableau accroché au mur par Élise avec un goût ostentatoire, lui renvoyait l'image de son illégitimité ici. Elle erra dans les pièces du rez-de-chaussée. Le salon impeccable, où elle n'osait jamais s'attarder de peur de déranger. La salle à manger, théâtre de dîners silencieux ou de remarques acerbes déguisées en conseils. La cuisine, où les critiques d'Élise sur sa manière de tenir une éponge ou de couper un légume fusaient quotidiennement. C'était comme si les murs eux-mêmes avaient enregistré chaque humiliation, chaque soupir réprimé. Pourtant, sous cette couche de vernis imposée par Élise, affleuraient d'autres souvenirs. Fugaces, presque effacés. Le coin près de la grande fenêtre du bureau de son père, où sa mère, avant qu'elle ne tombe malade puis ne disparaisse de sa vie, lui lisait des histoires. L'odeur particulière du bois ciré dans l'escalier, qu'elle associait aux rares moments où son père lui accordait un semblant d'attention, avant qu'Élise ne monopolise tout son univers. La maison n'était pas seulement le territoire d'Élise, elle était aussi le réceptacle des fantômes de ce qui aurait pu être. Une impulsion soudaine la guida vers le bureau de Bernard. Une pièce habituellement interdite, le sanctuaire de l'homme insaisissable qu'était devenu son père. La porte était entr'ouverte. Hésitante, elle la poussa. L'ordre y régnait, mais un ordre tendu, presque artificiel. Son regard fut attiré par la corbeille à papier, trop pleine. Elle se pencha et en extirpa machinalement une boule de papier froissé. Ce n'était pas une facture ordinaire. C'était l'entête d'une entreprise de BTP inconnue, une facture exorbitante pour des travaux de consolidation urgents sur la structure arrière de la maison. Des travaux dont Chloé n'avait jamais entendu parler, qu'elle n'avait jamais vus. Et la date était récente, très récente. Juste avant leur départ précipité. Pourquoi cacher une telle dépense ? Pourquoi cette urgence soudaine ? Une autre boule de papier attira son attention. Une lettre. Manquante de son enveloppe, déchirée en deux puis froissée avec rage. Elle la lissa avec des doigts tremblants. Les mots étaient agressifs, menaçants. Dernier avertissement avant poursuite, dette considérable, échéance impayée. Monsieur Bernard Dubois. Une mise en demeure. Venant d'un nom qu'elle ne connaissait pas d'une banque. Quelque chose de personnel, de pressant. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le départ précipité, le voyage annoncé vaguement, prenait une toute autre signification. La peur, une peur froide et viscérale, commença à remplacer le chagrin. Que fuyait réellement son père ? Que cachait Élise derrière ses airs supérieurs et ses dépenses ? Elle se releva, les documents froissés serrés dans sa main, et se dirigea vers le grand miroir doré du hall. Son reflet lui renvoya l'image d'une jeune femme pâle, les yeux encore rougis, mais où une nouvelle lueur commençait à poindre. La peine était toujours là,
mais elle était recouverte par une couche de glace. La colère. Et autre chose, une curiosité féroce, une détermination froide. Profiteuse? Dans leur maison? Non. Quelque chose clochait terriblement. Cette maison, avec ses secrets et ses factures cachées, était peut-être la clé de tout. Élise la voulait, son père semblait prêt à tout pour la garder ou la fuir. Pourquoi? Je vais découvrir pourquoi cette maison compte tant pour eux, pensa-t-elle, sa voix intérieure étonnamment calme et tranchante. Et cette vérité, elle sera mon arme. Son regard se fixa sur le bureau fermé à clé de son père, au fond du couloir. Elle savait qu'il gardait un double des clés quelque part. Sa résolution prise, elle fit demi-tour, ses pas résonnant avec une assurance nouvelle sur le parquet ciré. La chasse aux réponses venait de commencer. Et cette maison? Elle n'était plus une cage dorée. Elle était le champ de bataille. Sa bataille. La clé du bureau de Bernard n'était pas difficile à trouver. Une petite clé passe-partout, cachée nonchalamment dans un pot à crayon sous une masse de stylos publicitaires. Une négligence typique de son père, ou peut-être une confiance arrogante qu'elle n'oserait jamais fouiller. Cette pensée attisa la flamme froide de sa résolution. Tiroir après tiroir, Chloé plongea dans l'univers secret de Bernard Dubois. Ce n'était plus une intrusion timide, mais une exploration méthodique, quasi archéologique. Sous les piles de factures courantes et de relevés bancaires apparemment normaux, elle commença à déceler les fissures. Des relevés de cartes de crédit au nom d'Élise, distincts du compte joint, révélaient des dépenses ahurissantes, boutiques de luxe, spas, restaurants étoilés, un train de vie bien au-delà de ce que les revenus officiels de Bernard semblaient permettre. Puis, elle trouva des ébauches de lettres adressées à des organismes de crédit aux noms obscurs, des demandes de rééchelonnement poliment refusées. Des noms inconnus apparaissaient sur des brouillons de contrats, barrés, raturés. Un dossier crypté sur l'ordinateur portable, nommé simplement « Projet V », résista à ces tentatives d'ouverture. Chaque trouvaille était une petite pièce d'un puzzle dont l'image globale lui échappait encore, mais dont les contours devenaient de plus en plus inquiétants. Ils ne vivaient pas au-dessus de leurs moyens, ils naviguaient en eau trouble, très trouble. Épuisée mais galvanisée par sa quête, Chloé décida de prendre l'air. Elle sortit dans le jardin à l'arrière, là où la facture de BTP mentionnait des « travaux de consolidation urgents ». Elle examina le mur en question. Rien ne semblait avoir été refait récemment. La pierre était ancienne, couverte de lierre par endroits. Aucune trace de chantier frais. Était-ce une fausse facture? Ou les travaux avaient-ils été faits de manière invisible, à l'intérieur? C'est alors qu'elle remarqua une présence derrière la vieille clôture de buis qui séparait leur jardin de celui, plus modeste, des voisins. Un jeune homme se tenait là, un carnet de croquis à la main, observant attentivement non pas Chloé, mais la façade arrière de la maison. Il semblait absorbé, son crayon courant sur le papier. Intriguée et légèrement sur la défensive, Chloé s'approcha. « Je peux vous aider ?» lança-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne s'y attendait. Le jeune homme sursauta légèrement, détournant son regard de la maison. Il avait des yeux clairs, curieux, et un sourire désarmant apparut sur ses lèvres. « Oh, excusez-moi. Je ne voulais pas vous déranger. Je suis Antoine. J'étudie l'architecture, et cette maison, elle est fascinante. Surtout cette partie-là. » Il désigna de son crayon le mur qu'elle examinait. Il y a quelque chose d'étrange dans l'alignement des fenêtres du premier étage et la structure du toit juste au-dessus. Presque comme s'il manquait une partie, ou qu'une section avait été murée. Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine. Murée? Vous croyez? Je n'avais jamais remarqué. C'est juste une impression d'architecte, dit-il en haussant les épaules, mais ses yeux brillaient d'intérêt. Elle a une histoire particulière, cette maison, non? Construite par Alphonse Clément au début du siècle dernier, un architecte local assez original. Je fais quelques recherches sur lui aux archives municipales. Les archives. Peut-être y trouverait-elle des plans plus anciens, des réponses? C'est intéressant, répondit Chloé, prudente. Je vis ici depuis longtemps, mais je ne connais pas tous ses secrets. Un silence s'installa, ni gênant, ni confortable. Antoine sembla percevoir quelque chose dans sa posture, dans son regard. Tout va bien?
Vous semblez préoccupé. J'ai vu vos parents partir hier, j'espère qu'il n'y a pas de problème, demanda-t-il avec une gentillesse prudente. Chloé hésita. Dévoiler ses soupçons à un inconnu? Mais il y avait quelque chose dans son regard franc, dans son intérêt manifeste pour la maison elle-même, qui l'incita à une demi-confidence. Disons que je découvre que cette maison a plus de secrets que je ne le pensais. Et mes parents, leur départ était soudain. L'après-midi même, poussée par une nouvelle énergie et par les paroles d'Antoine, Chloé se rendit aux archives municipales. Après des recherches fastidieuses dans de vieux registres poussiéreux, elle tomba sur quelque chose qui fit écho aux doutes de l'étudiant en architecture. Pas un plan révélant une pièce cachée, mais un acte de propriété datant d'une vingtaine d'années, bien avant le remariage de son père avec Élise. Il mentionnait son père, Bernard Dubois, comme propriétaire, mais aussi une autre personne, en tant que coacquéreur, Liliane Dubois, née Roche. Sa mère. Bernard n'avait jamais été le seul propriétaire initial. Et nulle part dans les documents plus récents qu'elle avait pu voir au bureau ne figurait une quelconque cession de part de sa mère. Comment Élise pouvait-elle alors parler de leur maison avec une telle assurance? Le cœur battant, Chloé rentra chez elle, la photocopie de l'acte précieusement serrée dans son sac. La vérité était encore loin, mais elle tenait un fil. Un fil solide. En arrivant devant la porte d'entrée, elle s'arrêta net. Un petit paquet, enveloppé de papier craft brun sans aucune adresse d'expéditeur, était posé sur le paillasson. Méfiante, elle le ramassa et l'emporta à l'intérieur, le déballant avec précaution dans la cuisine. Il contenait un unique objet, un petit pendentif en argent terni, en forme de clé de sol. Le pendentif de sa mère. Celui qu'elle portait toujours et qui avait disparu après son décès. Un flot d'émotions contradictoires submergea Chloé, la chaleur du souvenir, mais aussi une peur glaciale. Qui avait pu envoyer ça? Était-ce un message de soutien d'un allié inconnu, quelqu'un qui connaissait la vérité sur sa mère? Ou un avertissement sinistre de ceux qui préféraient que le passé reste enterré? Cette nuit-là, le sommeil fut difficile à trouver. Chaque craquement du plancher, chaque branche grattant contre la vitre semblait amplifié. Elle vérifia plusieurs fois que les portes et fenêtres étaient bien verrouillées. Son téléphone, posé sur la table de nuit, resta silencieux, mais l'écran s'illumina brièvement 2 fois, affichant « Numéro masqué, appel manqué ». Elle ne répondit pas. Le sentiment d'être observée, qu'il avait effleuré dans le jardin, revint avec force. Les murs semblaient vraiment avoir des oreilles. Et peut-être des yeux. Elle repensa à Antoine, à sa remarque sur la structure murée. Elle pensa à l'acte de propriété, au pendentif de sa mère. Les pièces du puzzle flottaient devant ses yeux, refusant de s'assembler, mais formant une image de plus en plus sombre. Demain, elle recontacterait peut-être Antoine. Demain, elle essaierait de comprendre ce que signifiait ce pendentif. Demain, elle affronterait les murmures de cette maison. Elle n'était plus seule dans sa quête, même si son unique allié potentiel était un étudiant en architecture rencontré par hasard, et que les menaces semblaient se rapprocher de toutes parts. La lettre arriva 2 jours plus tard. Papier épais, en tête d'un cabinet d'avocats parisien au nom ronflant, ton glacial. Une mise en demeure officielle. Chloé était sommée de quitter les lieux sous 48 heures, la maison étant la propriété exclusive de M. Bernard Dubois et de son épouse, Élise Dubois. Toute résistance entraînerait des poursuites judiciaires immédiates pour occupation illégale. La signature de l'avocat semblait aussi acérée qu'un éclat de verre. Chloé lut et relut, le cœur battant la chamade. La peur, bien sûr. Mais sous la peur, la colère montait, plus forte encore. L'audace d'Élise. Envoyer une telle missive alors qu'elle-même avait trouvé l'acte initial prouvant la copropriété de sa mère. C'était une déclaration de guerre. Élise ne bluffait pas seulement, elle tentait de l'intimider, de la broyer sous le poids de la loi avant qu'elle ne puisse comprendre toute l'étendue de la situation. Cette agressivité confirmait les soupçons de Chloé. Ses parents adoptifs avaient quelque chose de considérable à cacher. Le soir même, alors qu'elle tournait et retournait la mise en demeure entre ses doigts, son téléphone vibra discrètement. Pas un appel, pas un SMS. Une notification d'une application de messagerie éphémère qu'elle n'utilisait presque jamais, sous un pseudonyme que seul Manon connaissait. Le message était court, décousu,
visiblement tapé à la hâte. Chloé, faut faire gaffe. C'est pas que l'argent. Élise, elle est obsédée par cette maison pour autre chose. Un truc vieux. Dangereux. Fais attention à toi. Je peux pas parler plus. Le message disparut quelques secondes après avoir été lu, laissant Chloé avec un frisson d'angoisse. Pas que l'argent? Un truc vieux et dangereux? Qu'est-ce que Manon essayait de lui dire? La peur dans ses mots était palpable, même à travers l'écran. Était-elle en danger elle aussi? La loyauté de Manon semblait tirailler entre la terreur qu'Élise lui inspirait et une culpabilité grandissante envers Chloé. Secouée par ces deux attaques, l'une légale, l'autre psychologique, Chloé sentit qu'elle ne pouvait plus rester seule avec ses découvertes. Elle avait besoin d'Antoine. Pas seulement pour son expertise architecturale, mais pour la simple présence de quelqu'un qui semblait la croire, qui regardait la maison avec la même curiosité qu'elle. Elle lui envoya un message prudent, lui demandant s'il était libre pour discuter de l'histoire de la maison. Ils se retrouvèrent le lendemain devant la demeure. Chloé lui montra la mise en demeure, puis, avec plus d'hésitation, la photocopie de l'acte de propriété mentionnant sa mère, Liliane. Elle lui parla aussi du pendentif anonyme. Antoine écouta attentivement, son regard passant de la colère en lisant la lettre de l'avocat, à une profonde concentration en examinant l'acte. « Votre mère, copropriétaire initiale, murmura-t-il. Et aucune trace de cession de part? C'est énorme, Chloé. Cette mise en demeure est basée sur un mensonge. Mais pourquoi aller si loin s'ils ont tort? Il repensa à sa propre intuition. Et cette histoire de mur? Vous m'avez dit que la facture mentionnait des travaux de consolidation. Et si ce n'était pas pour consolider, mais pour cacher? Ou pour accéder à quelque chose? L'idée fit son chemin guidé par l'observation initiale d'Antoine sur l'asymétrie de la façade arrière. Ils retournèrent à l'intérieur, au premier étage, dans une petite pièce servant de débarras, située exactement là où l'architecte en herbe avait noté l'anomalie. La pièce semblait étrangement proportionnée. Le mur du fond, celui donnant sur l'extérieur, sonnait creux par endroits. Antoine examina les plaintes, le papier peint défraîchi. « Regardez ici, dit-il soudain, pointant une section près du sol. Le motif du papier peint est légèrement décalé. Et cette plainte, elle n'est pas parfaitement alignée. » Avec précaution, utilisant un couteau de cuisine trouvé en bas, ils firent levier. La plainte bougea, révélant non pas le mur brut, mais le contour d'une découpe dans le plâtre. Poussant avec plus de force, une petite section du mur pivota vers l'intérieur, grinçant sur des charnières rouillées, découvrant une cavité sombre et poussiéreuse. Ce n'était pas une pièce entière, mais plutôt un réduit profond, une sorte de cache aménagée dans l'épaisseur du mur. L'odeur de poussière et de papier vieilli flottait dans l'air. À l'intérieur, posée sur une simple étagère en bois, se trouvait une boîte en métal, type boîte à biscuits d'autrefois. Le cœur de Chloé battait à tout rompre. Antoine éclaira l'intérieur avec la lampe de son téléphone. La boîte n'était pas fermée à clé. Avec des mains tremblantes, Chloé souleva le couvercle. Elle contenait une liasse de lettres, attachée par un ruban de satin décoloré, et quelques documents officiels jaunis. L'écriture sur les enveloppes était celle, fine et élégante, de sa mère, Liliane. La plupart étaient adressées à Bernard. Chloé en sortit une, la déplia avec une infinie précaution. « Mon cher Bernard, lisait-elle à voix basse, encore une fois, je te supplie d'être prudent. Tes nouvelles associations m'inquiètent. Cet argent que tu investis, d'où vient-il réellement? Nous avons cette maison, notre foyer, ne risquons pas de tout perdre pour des promesses chimériques. » D'autres lettres exprimaient des craintes similaires, mentionnaient des pressions, une influence grandissante, sans nommer Élise directement au début, mais le sous-entendu devenait de plus en plus clair dans les missives plus récentes. Liliane n'était pas seulement au courant de la précarité financière de Bernard, elle semblait craindre ses fréquentations et, peut-être, déjà, la femme qui allait prendre sa place. Parmi les lettres se trouvait aussi un document qui glaça Chloé, une reconnaissance de dette signée par Bernard envers un certain Monsieur Moreau, pour une somme considérable, gagée sur la maison. Le nom Moreau fit pâlir Antoine. Moreau, répéta-t-il, la voix soudainement tendue. Ce nom.
Il était lié à une affaire immobilière douteuse il y a des années. Mon grand-père y a perdu toutes ses économies. On a toujours soupçonné des malversations, mais rien n'a jamais été prouvé. Votre père était peut-être impliqué? Le regard qu'il posa sur Chloé était un mélange de choc, de compassion, et d'une lueur nouvelle, plus personnelle. Était-ce pour cela qu'il s'intéressait tant à cette maison, à son histoire? Sa quête architecturale cachait-elle une blessure familiale non cicatrisée? Chloé tenait les lettres de sa mère, preuve tangible de ses craintes passées, de la fragilité de leur bonheur. Elle avait la preuve de la copropriété, une reconnaissance de dette obscure, un avertissement cryptique de sa demi-sœur, et un allié dont les motivations venaient de se complexifier dangereusement. Les ombres s'étiraient, le passé refusait de rester enterré. La mise en demeure semblait presque dérisoire face aux secrets bien plus sombres que ces murs commençaient à peine à livrer. Et la menace, elle le sentait, ne viendrait peut-être pas seulement des avocats. Le silence dans le réduit caché était épais de poussière et de révélations. Chloé tenait les lettres de sa mère, le papier fin et jauni vibrant sous ses doigts comme un avertissement venu du passé. À côté d'elle, Antoine fixait la reconnaissance de dette signée par Bernard au nom de Moreau, son visage fermé, les mâchoires serrées. Moreau. Reprit Chloé, la voix basse. C'est donc pour ça? Votre intérêt pour cette maison n'était pas juste architectural? La question flottait entre eux, chargée de suspicion. Antoine détourna enfin son regard du document. Quand j'ai commencé mes recherches sur l'architecte Clément, cette adresse est revenue plusieurs fois, liée à des transactions immobilières complexes à l'époque où mon grand-père a tout perdu. Puis j'ai appris que Bernard Dubois y vivait. Le nom Moreau, mentionné dans les vieux papiers de ma famille comme étant au cœur du montage financier qui les a ruinés, était une piste. Je voulais comprendre. Peut-être, oui, trouver une preuve de ce qui s'est réellement passé. Il marqua une pause, son regard rencontrant le sien. Mais en vous rencontrant, Chloé, en voyant ce qu'ils vous font subir. Ma quête personnelle est devenue secondaire. Ce Moreau est dangereux. Cette dette le prouve. Et votre père y est lié jusqu'au cou. Sa sincérité semblait réelle, teintée d'une colère froide qui faisait écho à la sienne. Le doute de Chloé ne s'envola pas complètement, mais il fit place à une alliance pragmatique, renforcée par un ennemi commun. Ensemble, ils retournèrent dans le bureau, étalant les lettres de Liliane sur le bois sombre. Une phrase, dans l'une des dernières lettres, écrite quelques mois seulement avant sa mort soudaine, frappa Chloé avec la force d'un coup de poing. Et c'est Élise. Elle rôde, Bernard. Elle ne s'intéresse pas qu'à toi, je la vois regarder la maison, les murs, comme si elle cherchait quelque chose qui lui appartenait. Elle m'a parlé de son enfance difficile, dans le quartier, une allusion si vague, si calculée. Je la crains. Elle est liée à cette maison d'une manière qu'elle ne dit pas. Ce n'était donc pas seulement l'appât du gain. Élise avait un lien antérieur, un secret personnel avec cette demeure. Un secret assez puissant pour la pousser à manipuler Bernard, à vouloir effacer Liliane, puis Chloé? Était-ce une ancienne propriété familiale spoliée? Un drame caché dont elle voulait effacer les traces? Cette révélation ajoutait une couche de complexité sinistre aux motivations de sa marâtre. Ce n'était plus une simple histoire de cupidité, mais une obsession aux racines profondes et potentiellement tordues. Bernard, lui, apparaissait de plus en plus non comme une victime faible, mais comme un complice actif, lié par des dettes dangereuses et peut-être par le secret d'Élise. La confirmation de ce danger ne tarda pas. Le lendemain après-midi, alors que Chloé triait nerveusement les documents découverts, on sonna à la porte. Pas la sonnerie stridente habituelle, mais 3 coups brefs, frappés avec force. Elle regarda par le judas. Un homme qu'elle n'avait jamais vu se tenait sur le perron. Grand, massif, le visage fermé, vêtu d'un costume sombre un peu trop serré qui ne parvenait pas à masquer une carrure de déménageur. Il ne ressemblait ni à un avocat, ni à un huissier. Mademoiselle Dubois, sa voix grave traversa la porte. J'ai un message urgent pour votre père, de la part de monsieur Moreau. Affaire importante. Le nom Moreau, prononcé là, sur son seuil, la glaça d'effroi. C'était donc ça. Il savait où était Bernard, savait qu'il était parti. Et il venait chercher leur dû, ou des garanties. Cet homme n'était pas venu discuter. Il n'est pas là,
répondit Chloé, s'efforçant de garder sa voix stable. Je ne sais pas quand il rentre. L'homme eut un rictus désagréable. Il nous doit quelque chose. Et cette maison semble être sa seule possession de valeur. Dites-lui que l'attente a assez duré. Monsieur Moreau n'aime pas attendre. Il jeta un regard circulaire autour de lui, comme pour évaluer les lieux, puis ajouta, plus bas, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à une si jolie maison, ou à ceux qui se trouvent à l'intérieur. La menace était à peine voilée. Il ne parlait pas seulement des murs. Il parlait d'elle. Puis, aussi brusquement qu'il était apparu, il tourna les talons et s'éloigna d'un pas lourd. Chloé resta appuyée contre la porte, tremblante, le souffle court. La peur était là, bien réelle. Il ne se contenterait plus de lettres d'avocat. Il savait qu'elle était seule. Il la considérait comme un levier. Mais au lieu de la paralyser, la peur la galvanisa. Elle pensa aux lettres de sa mère, à sa dignité bafouée, à sa propre vie mise entre parenthèses pendant des années. Assez. Elle attrapa son téléphone. Elle n'appela pas la police, que leur dirait-elle? Que l'homme de main d'un créancier inconnu était venu sonner? Elle choisit un autre numéro. Celui d'Antoine. Antoine? C'est Chloé. Ils sont venus. Un homme de Moreau. Il sait que je suis seule. Sa voix tremblait légèrement, mais sa résolution était ferme. Écoute, j'ai une idée. Ces lettres de ma mère. La reconnaissance de dette. Et ce que Manon m'a dit. Je crois savoir comment les utiliser. Pas pour me défendre. Pour contre-attaquer. Elle prit une profonde inspiration. Le temps de la peur et de la réaction était terminé. Il était temps d'agir. Elle allait tendre un piège, utiliser leur secret contre eux. Et elle commencerait par la personne qui semblait la plus fragile, la plus déchirée, Manon. Elle allait lui envoyer un message soigneusement calculé, laissant entendre qu'elle savait bien plus qu'on ne le pensait, et qu'elle était prête à tout révéler si on ne lui disait pas la vérité. La vérité sur Élise, sur Bernard, et sur ce maudit secret qui liait sa famille à cette maison. Le point de rupture était atteint. Et c'est elle qui allait provoquer la prochaine fissure. Le message destiné à Manon fut bref, elliptique, conçu pour inquiéter sans trop en dévoiler. Manon, j'ai trouvé les lettres de maman dans la cache. Et la dette de papa envers Moreau. Je sais pourquoi Élise veut cette maison. Si tu ne me dis pas tout, je révèle tout. À tout le monde. Y compris à Moreau. Chloé l'envoya via l'application éphémère, le cœur battant, se demandant si l'appât fonctionnerait ou si elle venait de commettre une erreur fatale. Elle n'eut pas le temps de recevoir une réponse. Moins d'une heure plus tard, une voiture freina brusquement devant la maison. Pas la berline habituelle de Bernard, mais un puissant SUV noir aux vitres teintées. La portière s'ouvrit et Élise en descendit, le visage blême de fureur contenue. Bernard la suivit, l'air hagard, visiblement sous une pression extrême. Manon resta pétrifiée sur le siège arrière, le regard fuyant. Le retour n'était pas juste précipité, il était hostile. Antoine, que Chloé avait prévenu après la visite de l'homme de Moreau, était arrivé quelques minutes plus tôt. Il se tenait légèrement en retrait dans le hall quand Élise fit irruption, sans même frapper, suivie de Bernard. Alors, la petite profiteuse joue les châtelaines, siffla Élise, ses yeux balayant Chloé de haut en bas avec un mépris glacial, avant de se fixer sur Antoine. Et avec de la compagnie, je vois. Qu'est-ce que ce garçon fabrique ici? Il t'aide à piller la maison avant de partir? Il m'aide à comprendre ce que vous essayez de cacher, Élise, rétorqua Chloé, surprise par son propre calme. Elle tenait la photocopie de l'acte de propriété bien en évidence. Comme le fait que ma mère était copropriétaire de cette maison. Ce qui rend votre mise en demeure légèrement illégale. Bernard blêmit visiblement. Élise, elle, ne s'y a pas, des détails administratifs sans importance. Ton père est l'unique propriétaire légitime aujourd'hui. Cette maison nous revient. Tu vas faire tes valises, et sans discuter. Vraiment, insista Chloé, sa voix gagnant en assurance. Et la reconnaissance de dette envers un certain monsieur Moreau? Gagé sur cette maison? Est-ce aussi un détail administratif? Son homme de main est venu hier.
Il n'avait pas l'air de plaisanter sur les échéances impayées. Ce fut comme si elle avait frappé un nerf exposé. Bernard recula d'un pas, passant une main tremblante sur son visage. Élise foudroya son mari du regard avant de se tourner vers Chloé, une lueur mauvaise dans les yeux. « Tu ne sais pas à quoi tu joues, petite idiote. Moreau n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Rends-nous les documents que tu as volés, et disparais. C'est ta seule chance. » Quels documents? Ceux cachés dans le mur? Les lettres de ma mère qui savait très bien qui vous étiez, Élise? Qui savait que vous rôdiez autour de cette maison bien avant sa mort? Pourquoi cette obsession? Qu'y a-t-il ici que vous vouliez tant? C'est à ce moment que Manon, restée près de la porte, éclata en sanglots. Arrêtez. Arrêtez, tous. Tous les regards se tournèrent vers elle. Élise la fusilla du regard. Manon, tais-toi. Rentre dans la voiture. Mais Manon secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Elle fixa Chloé, puis son père, puis Élise. La peur et la culpabilité se lisaient sur son visage. Je ne peux plus. Chloé, elle a raison de se méfier d'Élise. Manon, hurla Élise, faisant un pas menaçant vers elle. Non, cria Manon, reculant. Papa, dis-lui. Dis-lui la vérité sur Élise et cette maison. Dis-lui pourquoi elle est revenue ici après toutes ces années. Dis-lui que ce n'était pas ta maison au départ, mais celle de ses parents à elle, et qu'ils ont tout perdu à cause d'eux. Silence. La voix d'Élise claqua comme un coup de fouet. Son masque de contrôle venait de voler en éclats, révélant une rage et une amertume profonde. Cette maison m'a été volée. Ma famille a été ruinée, jetée à la rue à cause de spéculateurs comme le père de Liliane. J'ai attendu des années pour récupérer ce qui m'était dû. Bernard m'a aidé. Oui, nous avons utilisé l'argent de Liliane après sa mort, nous avons contracté des dettes, y compris auprès de gens comme Moreau, pour la garder. Elle est à moi. L'aveu brutal plana dans l'air, chargé de venin et d'une histoire tordue de vengeance et de spoliation. Bernard se tenait là, tête basse, complice silencieux et pathétique de l'obsession de sa femme. Le voyage n'était qu'une fuite désespérée, probablement pour tenter une dernière transaction frauduleuse afin de rembourser Moreau avant qu'il ne saisisse la maison, leur unique actif et le symbole de la revanche d'Élise. Chloé regarda Élise, puis son père, puis Manon, qui pleurait silencieusement. Elle tenait enfin la vérité, laide et complexe. Elle avait les preuves, l'acte initial, les lettres, la reconnaissance de dette. Elle avait même enregistré discrètement la menace de l'homme de Moreau sur son téléphone. Alors voilà, dit Chloé, sa voix dénuée de tremblement maintenant. L'obsession d'Élise. Les dettes de papa. Les mensonges. Tout ça pour une vengeance tordue. Elle fit un pas en avant, reprenant le contrôle. Moreau sait que vous êtes revenu. Il sait que vous n'avez pas l'argent. Que comptez-vous faire maintenant? Elle sortit son téléphone. J'ai enregistré son homme de main hier. Ces menaces. Pensez-vous que ça intéresserait la police? Ou peut-être directement Moreau, pour lui montrer à quel point vous êtes désespéré et incompétent? Le silence qui suivit fut lourd de menaces et d'incertitudes. La dynamique venait de basculer. Chloé n'était plus la victime. Elle tenait les cartes. La question était de savoir comment elle allait les jouer. La confrontation était loin d'être terminée, mais une chose était sûre, personne ne sortirait indemne de cette maison. Le bluff de Chloé, soutenu par le poids des preuves étalées sur la table basse et la panique non dissimulée de Bernard face à la menace Moreau, avait brisé la façade. Élise, bien que tremblante de rage, comprit qu'elle avait perdu la main. Le silence qui suivit fut lourd, rompu seulement par les sanglots de Manon. Ce ne fut pas Chloé qui proposa la solution, mais Antoine, après un aparté rapide et intense avec elle. Il avait contacté discrètement une avocate spécialisée en droit immobilier et successoral pendant que la tension montait. La proposition, présentée avec un calme juridique tranchant avec le chaos émotionnel ambiant, fut brutale et sans appel, mise en vente immédiate de la maison sous contrôle judiciaire. C'est la seule solution viable, expliqua Antoine, s'adressant principalement à Bernard, mais sous le regard furieux d'Élise.
Le produit de la vente servira en priorité à rembourser intégralement la créance de Moreau. Nous le contacterons via l'avocate pour négocier un accord et éviter d'autres visites. Ensuite, les dettes légitimes prouvées de Bernard seront apurées. Le solde sera partagé. Conformément à l'acte initial et aux lois de succession, la moitié de la valeur nette de la maison revient de droit à Chloé, en tant qu'héritière de Liliane Roche. L'autre moitié revient à Bernard. Élise, ajouta-t-il avec une pointe d'acier dans la voix, ne pourra prétendre qu'au remboursement des investissements prouvés qu'elle a fait dans la maison avec son propre argent, après déduction des sommes manifestement détournées des comptes de Bernard ou de l'héritage initial. C'était un coup de maître. La maison, symbole de l'obsession d'Élise, allait leur échapper. Moreau serait neutralisé. Et Chloé récupérerait son dû, la part de sa mère, sans avoir à vivre un jour de plus dans ces murs chargés de douleur et de mensonges. Élise hurla sa fureur, accusa Antoine de manipulation, menaça Chloé, mais ses paroles sonnaient creux. Bernard, écrasé, ne dit rien, signant les documents préliminaires présentés par l'avocate d'une main tremblante quelques jours plus tard. La procédure était lancée. Les mois qui suivirent furent une épuration douloureuse mais nécessaire. La maison fut vidée, chaque objet rappelant à Chloé un passé qu'elle laissait derrière elle. Élise et Bernard quittèrent les lieux pour une destination inconnue, leur relation visiblement en lambeaux, leur avenir financier et social anéanti. Les rumeurs sur leurs dettes et la quasi-saisie de la maison firent le tour du quartier. Manon, après une conversation difficile avec Chloé où elle exprima ses remords sans chercher d'excuses faciles, choisit de prendre ses distances pour se reconstruire, laissant la porte ouverte à un contact futur, mais sans promesse. Chloé, elle, utilisa une partie de l'avance sur sa part d'héritage pour louer un petit appartement lumineux en centre-ville. Un endroit à elle, choisi par elle, sans fantôme ni secret dans les murs. Antoine fut un soutien constant mais discret, respectant son besoin d'espace, leur relation se fondant sur une confiance lentement rebâtie. Il avait partagé avec elle les détails de l'implication de Bernard dans l'affaire qui avait ruiné son grand-père, une complicité passive, mais une complicité quand même, que Bernard paierait sans doute devant les tribunaux. Le jour de la signature finale de la vente, Chloé se tint une dernière fois devant la maison. Le soleil d'automne dorait les vieilles pierres. Elle ne ressentit ni tristesse, ni triomphe. Juste une paix profonde, une page tournée. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple heureux, arrivaient avec leurs cartons, pleins de rêves pour cet espace. La maison allait avoir une nouvelle histoire, libérée du poids de l'ancienne. Elle croisa brièvement le regard de Manon, venue lui remettre une dernière boîte d'effets personnels de sa mère qu'elle avait réussi à sauver. Un regard timide, chargé de regrets, mais aussi d'une lueur d'espoir. Un simple hochement de tête fut échangé. Le pardon total n'était pas encore là, mais la haine s'était dissipée. Puis, Chloé se détourna. Définitivement. Elle n'emportait rien de matériel de cette maison, mais elle avait récupéré bien plus, son histoire, sa dignité, et la liberté de choisir son propre chemin. Antoine l'attendait un peu plus loin, au coin de la rue, non pas comme un sauveur, mais comme un compagnon de route. Elle lui sourit, un sourire vrai, léger. En s'éloignant, elle ne regarda pas en arrière. Le soleil sur son visage, le bruit de la ville autour d'elle, l'avenir qui s'ouvrait. Elle était enfin chez elle. Pas dans une maison de briques et de mortier, mais en elle-même. Libre. Prête à écrire son propre chapitre, sur une page blanche. Les fondations de demain étaient posées. Et ainsi, Chloé s'éloigne. Non seulement d'une maison, mais d'une vie qui n'était pas la sienne. Combien d'entre nous, à un moment ou à un autre, ne se sont pas sentis prisonniers entre des murs que nous n'avons pas choisis? Des murs faits de silence, d'attente des autres, de blessures non dites qui résonnent dans les couloirs de notre propre âme. L'histoire de Chloé nous rappelle que, parfois, la bataille la plus difficile n'est pas contre ceux qui nous blessent à l'extérieur, mais contre les fantômes que nous laissons habiter en nous. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur, l'ombre du rejet, le poids des secrets qui, même sans le savoir, nous courbent. Nous luttons pour notre place dans le monde, mais nous oublions de revendiquer l'espace le plus sacré, notre fort intérieur. Voyez-vous, le grand tournant pour Chloé n'a pas eu lieu lorsqu'elle a découvert la vérité dans les papiers jaunis ou quand elle a confronté ses bourreaux. Il s'est produit au moment où elle a décidé que sa paix valait plus que la vengeance, que sa liberté valait plus que ses briques chargées de douleur.
Elle a compris que le foyer n'est pas là où nous rangeons nos affaires, mais là où nous pouvons mettre notre cœur en sécurité. Et parfois, pour trouver ce véritable foyer, nous devons avoir le courage de fermer une porte, même si c'est la seule que nous connaissions. Affronter la vérité, notre vérité, la vérité des autres peut être effrayant. Ça fait mal. Ça remue des blessures que nous pensions cicatriser. Mais c'est dans cette honnêteté brutale, dans cette volonté de regarder ce qui a été caché, que nous trouvons la clé. La clé non seulement pour percer des mystères, mais pour nous libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent au passé. Pardonner? Peut-être. Oublier? Difficile. Mais lâcher prise. Ah, lâcher prise est un acte de préservation de soi. C'est choisir de ne plus porter le poids du ressentiment, de ne plus donner de pouvoir à ce qui nous a blessés. C'est regarder en arrière, comprendre, et puis, avec une profonde inspiration, choisir d'aller de l'avant. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la légèreté. Pensez Y maintenant. Quelle est la maison dans votre vie qui aurait peut-être besoin d'être réexaminée? Quelles vérités sont cachées dans vos propres réduits secrets? Quelle dette émotionnelle continuez-vous de payer sans vous en rendre compte? La force que Chloé a trouvée n'était pas extraordinaire. Elle était humaine. C'est la même force qui réside en vous, là où vous êtes. La force de dire « ça suffit ». La force de chercher votre vérité. La force de reconstruire vos fondations, non pas avec des briques et du ciment, mais avec le respect de soi, le courage et la promesse d'un avenir dont vous êtes l'architecte principal. Souvenez-vous, votre véritable foyer vous attend, à l'intérieur de vous. Ayez le courage de le trouver.